ensuite, il y a eu un changement de méthode. Ah oui, et là, pour moi, ça a été encore pire. Parce que jusque-là, oui, elle voulait se tuer avec moi. Oui, elle me rendait responsable de ce choix, mais elle me prenait avec elle. Là, en fait, elle avait un copain et elle avait mis une petite annonce pour rencontrer quelqu'un d'autre. Mais comme elle me rendait responsable de tous ses échecs sentimentaux, elle avait dit que je ne pouvais plus répondre au téléphone, parce que si jamais c'était quelqu'un qui répondait à l'annonce, il fallait surtout pas qu'on sache qu'elle avait des enfants. Un après-midi, elle était chez son copain, et le téléphone a sonné. Ben, je ne réponds pas, on m'a interdit de répondre. Mais ça sonne longtemps. Donc moi, je me dis, c'est maman qui sait que je suis à la maison, elle m'appelle. Je vais répondre. Pas de bol. C'était quelqu'un qui téléphonnait pour l'annonce. Mais alors là, j'ai vraiment paniqué, parce que je savais que je ne pouvais pas répondre. Je savais quelle était la potentielle réaction de ma mère en l'apprenant. Donc, panique, complètement panique. Le cerveau qui se met en stand-by, qui ne veut plus réfléchir. Et au lieu de dire posément, ben oui, c'est bien ici, vous devez appeler, mais elle n'est pas là, je suis sa fille, elle va bientôt rentrer, vous pouvez rappeler un peu plus tard. J'ai remplacé le elle par un on. On n'est pas là, on va bientôt rentrer. J'imagine que le gars au bout du fil a dû se dire dans quelle maison je suis tombée là. Mais évidemment, quand ma mère est rentrée, je n'aurais jamais osé ne rien lui dire. Donc je lui ai avoué. Et là, ça a été voilà, cet autre discours. Tu n'es plus ma fille, tu n'as plus de maman, tu n'as plus le droit donc de vivre dans les pièces de vie avec nous, tu restes dans ta chambre. D'ailleurs, quand tu décideras de quitter la maison, ta sœur et moi, on fera un grand feu de joie parce que tu n'as plus ta place ici. Or, il faut savoir que ma mère, ce qu'elle a fait aussi dans mon enfance, c'est me monter contre mon père. Et donc, pendant toute mon adolescence, je n'ai vu mon père que de manière très épisodique. Et c'était précisément une période où je ne voyais pas mon père. Ceci dit, je suis certaine que si je l'avais appelé, il m'aurait accueilli sans problème. Mais il n'aurait jamais fait ça. Parce qu'avant cet épisode, j'essayais d'être la fille parfaite parce que je me disais, l'amour de maman, je peux le perdre si je ne suis pas une fille parfaite. À partir de cet épisode-là, j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas. Et c'est pas que je ne devais pas perdre son amour, mais je devais gagner son amour. Donc, si je décidais d'appeler mon papa, mais jamais je pourrais gagner son amour. Donc, je préférais ne pas appeler mon papa. Donc, ça a duré pendant des semaines et des semaines. Où donc, le seul discours qu'elle avait avec moi, c'était on fera un grand feu de joie, lorsque tu quitteras cette maison, tu n'as plus ta place, tu n'es plus ma fille. Donc, on se retrouve dans une situation où tu es sous une crainte parce que tu as une menace de mort, et ensuite ça passe et on passe dans un autre volet qui est plutôt le volet du rejet. Exactement. Ensuite, il se passe quelque chose à l'école. Oui, c'est vraiment mes 14-15 ans, c'est la période la plus difficile de toute ma vie. À l'école, je subissais du harcèlement. Donc au niveau des contacts scolaires, en primaire, tout allait bien. J'avais de très bons contacts avec les autres de l'école, tout était nickel. Première et deuxième secondaire, j'étais solitaire, mais je n'en souffrais pas plus que ça. Par contre, troisième, quatrième secondaire, je subissais du harcèlement. Ça a été à un point qu'un matin, je suis arrivée à l'école et je veux dire bonjour au premier camarade de classe et il me regarde avec dégoût et il fait vraiment le geste pour non, tu ne t'approches pas de moi. Et j'arrive près du deuxième, même réaction. Le troisième, même réaction. J'aurais pu comprendre et ne pas aller plus loin. Mais là, voilà, j'ai pas capté. Et
j'ai subi ce rejet auprès de tous les élèves de la classe, sans exception. Je peux dire qu'à partir de là, je n'ai plus jamais dit bonjour à personne. Même quand j'étais donc dans ma première année d'enseignement, j'ai travaillé dans une école où j'avais des collègues qui avaient été des collègues de ma mère et que je connaissais depuis que j'étais petite. J'avais tellement peur qu'elles ne me reconnaissent pas et qu'elles aient la même réaction que ces jeunes-là de l'école, que pour ne pas croiser leur regard, je rasais les couloirs et je regardais mes pieds en marchant. Et je n'allais évidemment pas leur dire bonjour. Donc, tu t'es créé une carapace, Voilà. on va dire, tu t'es mis vraiment à part. Voilà, c'est ça. Donc, et cette période était vraiment très noire dans ma vie. Et alors, quand ça n'allait pas à l'école, ça n'allait pas à la maison, à l'école, je pleurais. J'arrêtais pas de pleurer. Et j'avais des copines qui étaient plus jeunes que moi. J'étais en 3e et elles étaient en 1re. Et elles essayaient de me faire rigoler. Et à force d'essayer de me faire rigoler, en fin de compte, j'avais quand même un fou rire. Mais même quand j'avais un fou rire, à l'intérieur, je me culpabilisais en me disant « Mais comment est-ce que tu peux rigoler alors que tu es une si mauvaise fille et que tu gâches la vie de ta maman ?» Et donc, oui, voilà, ça a été cette période-là très noire. Et ce discours se reproduisait, donc ça restait à chaque fois pendant plusieurs semaines le même discours. Puis après, les choses se tempéraient. Et puis pour un oui ou pour un non, comme l'autre discours, pour un oui ou pour un non, c'était la même chose. Tu n'as plus de maman, tu n'es plus ma fille, tu n'as plus ta place chez moi. Et ça durait des semaines. C'était récurrent. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais après, à 17 ans, il se passe quelque chose. À l'âge de 17 ans, j'allais chez les guides. Et Olivier était moniteur chez les baladins. Je ne connaissais pas Olivier, encore. c'est son prince charmant. Et je suis allée à une fête d'unité avec ma marraine, sous la responsabilité de ma marraine. Les guides, mais aussi les baladins, enfin tout le monde était ensemble. Et donc Olivier était présent à la fête. Et vers la fin de la fête, ma marraine décide qu'on va rentrer à la maison. Je devais passer la nuit chez elle. Et Olivier demande que nous restions un petit peu plus longtemps. Ma marraine dit non, il est assez tard, on va rentrer, pas question. Voyant le refus de ma marraine, il dit « Est-ce que Christine et Sarah peuvent rester ?» Christine, c'est ma cousine. Moi, je me dis « Ouais, ça y est, celui-là, il a le béguin pour ma cousine, quoi. » Donc, il insiste donc, pour que Christine et moi, nous puissions rester et qu'il allait nous ramener plus tard. Et ma marraine refuse aussi. Et puis, finalement, il dit « Et Sarah ? Rien que Sarah, est-ce qu'elle peut bien rester ?» Waouh, la lumière. Moi, je suis insipide, je suis transparente, inintéressante. Moi, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Alors, finalement, ma marraine a accepté qu'on reste un petit peu plus longtemps. Et donc, je suis restée un petit peu la soirée avec Olivier, puis on a commencé à balayer pour prendre de l'avance sur le lendemain de nettoyer la salle. Et moi qui étais hyper timide, vous ne m'auriez jamais vue sur une piste de danse, vraiment, mais j'avais tellement peur du regard des autres, jamais quoi. Mais là, on s'est retrouvés tous les deux à faire les clowns avec nos balais sur la piste de danse, sur la chanson Sunlight des Tropiques. Alors, le lendemain, on est allé nettoyer la salle et puis il m'a ramené chez ma mère. Quelques heures plus tard, il est revenu me chercher pour aller se promener. Là, on a commencé à sortir ensemble. Mais alors, à ce moment-là, ma mère, qui habituellement ne s'entendait absolument pas avec mon père,
Ben là, tout à coup, elle lui a demandé son aide parce qu'elle a décidé que je ne devais pas rester avec Olivier. Et je ne comprenais vraiment pas du tout pourquoi. Alors que tu étais bien. Alors que oui, j'étais bien. Moi, je me sentais bien avec lui. Mais ma mère a tout de suite vu que j'allais être bien avec lui parce qu'elle a vu tout de suite dès le premier jour mon sourire. Les étoiles dans les voilà. yeux. Et donc, oui, elle s'est fortement opposée à notre relation et a pris mon père en soutien qui, lui, donc moi, je terminais ma 5e secondaire et Olivier était déjà militaire, travaillait déjà. Et il a pensé que si je maintenais cette relation, il a eu peur que je ne fasse pas d'études à cause de cette relation. Et donc, mon père s'est opposé également à notre relation à cause de ça. Et sous la pression de mes parents, au bout de seulement quelques jours, mais j'ai rompu avec Olivier. Voilà. Et c'est plus ou moins donc, dans cette même période, après, peu de temps après, que j'ai connu quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on avait parlé de mariage, on avait parlé de fiançailles. Et finalement, il a fini par me tromper avec ma sœur. Et quand je lui ai dit que j'étais prête à lui pardonner, que si il rompait, on redémarrait de zéro, que je lui pardonnais. Donc il t'a trompé avec ta sœur et tu étais encore prête à le pardonner. Ah, on avait parlé de mariage, pour moi c'était sérieux. D'accord. Donc, oui, j'étais prête à pardonner. Mais il a choisi ma sœur en précisant qu'elle était tellement plus jolie que moi. Et donc, là, jusque-là, je me sentais insipide, transparente, inintéressante. Je n'aimais pas ma vie, mais je n'avais jamais eu l'envie de ne jamais avoir existé. Là, j'ai eu envie de ne jamais avoir existé. Et je me suis sentie extrêmement laide, repoussante, difforme. Et j'ai attrapé la conviction que jamais je ne pourrais me marier, que jamais je ne pourrais fonder une famille. Ça a été, oui, un coup très très dur. Et après, ma mère m'a jetée dans les bras d'un autre garçon. Celui-là, on est resté quelques mois ensemble, mais je pleurais tout le temps. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je comprends très bien qu'au bout d'un moment, il m'a laissé tomber aussi. Ça a quand même encore plus engendré la conviction que je ne pourrais jamais fonder de famille. Mais en plus de ça, il est aussi allé, mais à peine m'avoir quitté, il était avec ma sœur, qui entre-temps n'était plus avec mon premier. Ok. Et là, ça m'a aussi encore plus convaincue à quel point elle était si jolie et que moi, j'étais si laide, si difforme, si repoussante. Et là, donc à ce moment-là, ce premier qui donc n'était plus avec ma sœur a essayé de revenir. Mais ça, je lui ai dit non. D'accord. Non, Je non, peux merci. comprendre, hein, je peux comprendre. Là, nous étions à peu près en mois de décembre et au mois de janvier, j'ai eu envie de recontacter Olivier. C'était donc le 1er janvier, je lui ai téléphoné pour lui souhaiter une bonne année. Ensuite, quelques jours plus tard, on s'est revus et notre relation a redémarré. Et voilà, notre relation a redémarré. Mes parents s'y sont aussi opposés, mais cette fois-ci, je retenu tête. Et la réaction de ta maman? Ma maman, dès le départ, elle a essayé donc elle s'est vraiment très fortement opposée. Et au point que, Olivier m'avait laissé sa veste en cuir. J'étais en réto, j'avais 18 ans. J'ai la veste en cuir de mon petit copain. C'était la mode de la veste en cuir, effectivement. Mais de mon petit copain. Donc j'étais vraiment la tête haute, très fière. Je portais la veste en cuir de mon petit copain, quoi.
Et ben, ma mère m'engueulait en me disant « Mais t'es pas honteuse de montrer ton bonheur alors que ta sœur et moi, on est malheureuses ?» Donc, oui, et elle s'opposait très très fortement à notre relation. En fait, après, donc, je suis rentrée à l'école normale. Pendant les 2 premières années, j'étais donc à l'internat, à l'école normale, en tant que futur professeur. Et Olivier venait me rechercher le vendredi, me ramener chez ma mère. Et après, ben, il revenait me chercher à d'autres moments du week-end et on passait une partie du week-end ensemble. Mais le vendredi, dès que Olivier m'avait déposé chez moi, ma mère s'empressait d'appeler mon premier copain pour le faire venir à la maison et essayer de me pousser dans ses bras. Alors, évidemment, elle n'a pas réussi. N'empêche que c'était quand même une blessure, même si moi je n'avais plus aucun sentiment pour cette personne, la blessure elle était quand même toujours là, et ça me faisait toujours très mal quand je le voyais. Et ça a duré pendant à peu près 2 ans. Ensuite, en fait, à la base, Olivier et moi voulions nous marier dès que j'étais diplômée, et donc que je parte mariée de la maison de ma mère pour qu'on vive ensemble à ce moment-là. C'était un souhait d'Olivier, ça? De nous deux. De vous deux? De nous deux. C'était un souhait de nous deux. Donc tu dans voulais commun partir, accord. quitter la maison Nous mariée. voulions que je quitte la maison étant mariée. D'accord. Et donc, ma mère a fait vraiment une pression énorme sur nous pour que nous nous mettions en ménage lors de ma 3e année d'école normale. Parce que, disait-elle, un enseignant ne peut être compris que par un autre enseignant. Comme j'allais avoir beaucoup de préparation de leçons à faire, parce que beaucoup de stages en 3e année d'école normale, elle disait, tu verras, il ne va pas supporter que tu passes autant de temps pour l'école, et tu vas voir, vous allez rompre, ça ne va pas marcher, donc avant de te marier, mets-toi en ménage, au moins tu évites de te marier si c'est pour divorcer après, quoi. Et tu essayes, quoi. Tu essayes. On a essayé de lui tenir tête, mais sous la pression, elle a tellement insisté que finalement, on a cédé. Là arrive alors le ménage. Le ménage. Vous habitez à 2, et lorsqu'on habite à 2, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui. Alors là, notre relation était très orageuse. En fait, moi, j'en étais arrivée à un point où je ne pouvais plus supporter la moindre frustration. À la moindre frustration, je rentrais dans des colères terribles. J'avais l'impression, mais vraiment, littéralement l'impression que j'allais exploser. Il y avait une tension, il y avait vraiment... Il fallait que ça sorte, c'était pas possible autrement, il fallait que ça sorte. Et donc, j'attrapais n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main, et je le claquais vraiment violemment au sol. Alors, ne parlons pas des cris, taper du pied, enfin, voilà. C'était une explosion. Et puis, quand cette frustration, j'estimais que c'était Olivier qui était responsable de cette frustration, après cette explosion, je courais pleurer dans la chambre. Et lui, bien gentil, il venait pour essayer de me consoler. Et là, je me remettais en colère. Je lui disais qu'il était hypocrite, qu'il ne m'aimait pas, parce que s'il m'aimait vraiment, il ne me mettrait pas dans cet état-là. Et je le giflais. Il n'y a pas que ça. Bon, il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, aujourd'hui je me rends compte, mais à ce moment-là, j'étais convaincue d'être une victime. Et que mon compagnon, on ne s'est pas encore marié, mais donc Olivier était un bourreau, et que moi j'étais une victime. Et bon, je rappelle que je me sentais laide, difforme, repoussante, et quand on devait se préparer pour un événement, je me mettais à pleurer devant la glace, je me sens laide.
Et lui me rassurait en me disant « Mais non, tu es jolie !» Et là, moi, explosion. Encore plus. Explosion. Et je disais, mais enfin, tu ne me regardes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne me regardes pas, parce que si tu me regardais, tu verrais à quel point je suis laide. Alors honnêtement, quand on y repense, s'il m'avait dit, oui ma chérie, Aïe. Aïe. Ça fait mal. là, le pauvre, il était piégé. Voilà, j'en ris maintenant parce que c'est du passé, mais bon. Ouais. Ouais, le pauvre.